Et les recruteurs sont globalement satisfaits, donc dans les entreprises, des universités, des grandes écoles en matière de formation, mais ils reconnaissent à 87% et même à 90% en France que ce n'est pas aux écoles ou aux universités, finalement, de fournir une formation professionnelle. Et les entreprises, en tout cas les moyennes et grandes entreprises, considèrent, en tout cas chez leur DRH, que c'est effectivement au sein des entreprises qu'il y a, et donc pendant plusieurs mois avant d'occuper son poste, une formation professionnelle assurée. Or, ce n'est pas le point de vue, de façon générale, des non-gouvernementaux, et en tout cas, ce n'est pas le point de vue des ONG qui, généralement, demandent, bien sûr qui assurent des préparations au départ, des formations, mais qui demandent généralement une opérationnalité forte pratiquement dès le départ. Il y a là une différenciation. Alors on comprend bien les raisons, notamment parce que les ONG sont toujours dans une économie très limitée, de ressources financières notamment limitées, où donc elles ne veulent pas investir sur ce domaine-là. Elles investissent dans la formation aujourd'hui, mais plus pour fidéliser leur personnel et donc dans une formation interne. Et donc là, il y a une vraie différenciation et il y a toujours donc une sorte, pour employer un mot franglais, de gap entre ce que peuvent produire les formations, quelles qu'elles soient, et les attentes des recruteurs qui, comme ça a été mentionné tout à l'heure, sont très hétérogènes en plus. L'a dit Eric Gazo également, très variables suivant les ONG ou au CICR. Donc les demandes ne sont pas les mêmes, elles sont très variées, donc il y a une dissociation qui est assez permanente là-dessus, et ce sur quoi on peut peut-être s'interroger, c'est en dépit des efforts, encore une fois, qui sont faits, on parlait de Bioforce tout à l'heure à juste raison, il y a tout de même un certain manque de réflexion commune entre les ONG, le CICR, les Croix-Rouges et les formations sur le type finalement à la fois sur les besoins, sur les attentes et aussi sur qui on recrute, puisque comme ça a été dit par plusieurs personnes tout à l'heure, et y compris par Laurent, on ne recrute pas obligatoirement des gens sortant de ce type de formation. Et donc là, l'interrogation, elle est aussi, bien sûr, du côté des formations et du côté des enseignants et des étudiants, mais elle est aussi, à mon sens, du côté des ONG et puis du mouvement Croix-Rouge croissant. D'un mot peut-être, Philippe, pour compléter. Alors là, je m'adresse à l'observateur des ONG hors cadre français. Comment ça se passe à l'étranger, justement, ces questions de formation par rapport aux humanitaires, aux États-Unis, en Grande-Bretagne? Quelle est la différence par rapport à cette adéquation de formation? Je dirais paradoxalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que par exemple aux États-Unis, on continue d'envoyer beaucoup plus, effectivement, d'expatriés, de personnel américain sur le terrain qu'on ne le fait en Europe. On est en Europe en avance finalement là-dessus. Donc il y a beaucoup plus de recrutement et en tout cas de personnel international américain. Alors qu'il y a de moins en moins d'Américains au CICR ou dans d'autres, ou dans des ONG européennes sur le terrain. Et sinon, le paysage est un petit peu voisin, c'est-à-dire qu'effectivement, on demande beaucoup d'interculturel, beaucoup de savoir-être, et le savoir-faire est important, mais il n'est pas obligatoirement mis en premier. Et par ailleurs, les grandes ONG américaines assurent, elles, effectivement souvent, une formation préparatoire assez longue pour occuper un certain nombre de postes. Ce n'est pas toujours le cas, mais elles sont plutôt aujourd'hui dans ce type de tendance. En Europe, sinon, et notamment dans les pays, notamment en Grande-Bretagne, on est beaucoup plus aujourd'hui sur une professionnalisation forte et des formations plus pointues en matière de formation professionnelle avec des compétences métiers ou des compléments de compétences métiers qui sont beaucoup développés. Merci. Christophe Moreau pour la Croix-Rouge, au fond de la salle.
Oui, pardon. Non, juste sur le constat que pose Philippe Riffman est effectivement tel qu'il est. Il y a quand même une différence fondamentale qu'on ne peut pas contourner, à mon sens, entre les stratégies de développement, on va dire, ressources humaines du secteur privé et du secteur qui est le nôtre. C'est que Elf, Total, Atokem, bref, les gros et d'autres peuvent se permettre effectivement d'embaucher un jeune ingénieur sorti de l'école et entre guillemets de perdre de l'argent entre la différence entre ce qu'il va rapporter et ce qu'il va coûter pendant 2-3 ans, parce qu'à terme, il y a un retour sur investissement. Et qu'au final, l'ensemble continue de dégager du bénéfice. Donc la pompe continue à faire son effet. Je pense que c'est vraiment le problème qu'on a en termes de modèle économique, qui est qu'effectivement, on n'a pas cette capacité d'investissement aujourd'hui pour un retour sur investissement demain. Et si on prend l'exemple américain, qui est intéressant pour nous, acteurs de terrain, à voir, c'est quand effectivement, entre guillemets, si on caricature, une organisation caritative américaine débarque avec des millions de dollars dans la valise, parce qu'il y a derrière notamment des réseaux d'églises, etc., qui sont extrêmement puissants, avec un effet d'échelle qui est sans comparaison avec ce que nous, on peut mettre en œuvre. Et effectivement, la question de la ressource va grandement influer sur les capacités qu'on aura en termes de développement ultérieur, quoi. Une réaction de Marc-Antoine Perros de Monclos. Je vais réagir là-dessus, parce que finalement, vous introduisez la question essentielle du salaire. Est-ce que, en payant mieux l'humanitaire, on aura quelqu'un de plus professionnel ? Personnellement, moi, je ne sais pas. Et il y a des équations qui sont faites qui, à mon avis, sont un peu rapides, du type le volontaire, voire même le bénévole, égale amateurisme, alors que le professionnel qui fait carrière dans l'humanitaire, qui est mieux rémunéré, serait plus compétent. En même temps, l'engagé, justement, le volontaire, fait parfois preuve d'une grande flexibilité et il est prêt à apprendre sur le tas, alors que celui qui a été formé, et sans pour autant préjuger de la qualité des formations qu'il a reçues, mais peut être plutôt encadré dans des standards qui le codifient et qui, justement, lui font perdre la nécessaire flexibilité sur des terrains difficiles. Je n'ai pas de réponse simple là-dessus. Je sais qu'il y a des débats dans des grandes organisations humanitaires, Médecins sans frontières, etc. Ce n'est pas tranché. Il y a effectivement des modèles qui sont un peu différents côté, disons, anglo-saxon et côté français. Par exemple, à Oxfam, il est entendu que, pour préserver cette notion d'engagement, je crois qu'ils ont même établi un quota, mais là je me trompe peut-être sur le pourcentage, il est admis que ceux qui travaillent au siège sont payés 20% moins cher que les tarifs du marché en Grande-Bretagne, alors que les expatriés, au contraire, seront payés au tarif du marché. Je me trompe peut-être sur les 20%, mais en tout cas, l'idée, c'est un peu ça. En France, on est encore sur un modèle où finalement ceux qui partent en expatriation ne sont certainement pas payés au prix du marché. En revanche, dans les sièges, il y a eu une augmentation assez sensible des salaires, en tout cas des postes essentiels que sont direction des opérations, direction de la finance et puis le directeur de la communication, qui sont les 3 postes essentiels finalement dans les frais administratifs d'une ONG. Je crois que c'est une vraie question, celle des salaires. À la fois sur les grilles salariales par rapport aux employés locaux, collaborateurs locaux, si on veut être politiquement correct et dire que ce ne sont pas des employés, parce que c'est aussi, les mots, ça joue. Quand on commence à parler d'employés, est-ce qu'on est dans une relation, à ce moment-là, moi, il y a aussi une question que je pose, dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas de syndicat dans l'humanitaire ? Voilà, donc quand on commence à parler de salariat, on commence à parler d'employés, c'est des vraies questions que j'aimerais qu'on aborde maintenant aussi. Éric Gazeau, là-dessus. Ah oui. Ouais, je vous laisse la parole juste après. Juste par rapport, c'est vrai que cette question du revenu, du salaire, elle est lancinante, elle revient régulièrement. Et certains disent, si on paye trop les gens, on va perdre cette fraîcheur dans l'engagement, on va perdre, etc. On est quand même. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit lié. Il suffit de regarder les métiers où il y a un engagement fort, les métiers dont on dit qu'il faut une vocation. Par exemple, vous prenez les officiers dans l'armée. Au début, ils sont payés, ils peuvent vivre normalement, etc. Ils prennent des risques, c'est une prise de risque, etc. Donc, ils ont un minimum pour vivre. En tout cas, moi, ce que je remarque, et c'est les témoignages qu'on a des adhérents de Résonance, c'est que je pense qu'il y a un gros effort à faire de la part des organisations humanitaires pour être low profile sur le terrain, éviter d'exciter la convoitise et de montrer que c'est que les pays riches qui aident les pays pauvres et d'être dans cette condescendance, etc. Donc là, il y a peut-être des échelles de salaire à revoir sur le terrain, sur les théâtres d'opération.